Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est Finances personnelles, transformer l'argent en richesse. Ce livre est très riche en contenu. Il explique les connaissances et les concepts les plus fondamentaux en gestion financière et pose une base solide pour notre carrière financière. Bien sûr, ce livre s'adresse principalement aux finances personnelles américaines, mais ces concepts de base de la gestion financière sont interdépendants et applicables partout. En même temps, lorsque je vous l'expliquerai, j'essaierai de choisir une gestion financière qui nous convient. Apprendre le chinois. Connaissance. Beaucoup d'entre nous investissent et gèrent leur argent dans l'espoir d'atteindre la liberté financière le plus rapidement possible. Cependant, certains amis peuvent ne pas comprendre avec précision certains concepts de base en gestion financière. Certaines personnes pourraient se demander à quoi sert de comprendre ces concepts de base? Ce n'est qu'en connaissant les compétences en gestion financière que vous pourrez gagner de l'argent. Est-ce que c'est vraiment? Les linguistes nous disent que si nous n'avons pas de concept en tête, notre cerveau a tendance à ne pas y penser. De la même manière, si un concept dans votre esprit est inexact ou n'a pas de définition précise, vous ne pourrez certainement pas y réfléchir correctement. L'auteur de ce livre est Arthur J. Keown, professeur de finance à Virginia Tech. La plupart des livres qu'il a écrits sont utilisés comme manuels dans les universités américaines. Ce livre peut être considéré comme le manuel de finances personnelles le plus populaire aux États-Unis et l'ouvrage de référence le plus couramment utilisé par les planificateurs financiers personnels américains. Ensuite, je vais vous présenter 5 concepts de base importants. Plus précisément, premièrement, la connaissance est la meilleure garantie, deuxièmement, l'actif net, troisièmement, la gestion actuelle des actifs, quatrièmement, l'investissement et la spéculation. La différence, cinquièmement, les intérêts composés. La moitié supérieure. Voyons d'abord, la connaissance est la meilleure garantie. Lorsqu'il s'agit de connaissances financières, la première réaction de nombreuses personnes peut être des termes financiers obscurs, des graphiques compliqués et divers principes économiques. En fait, les connaissances de base en gestion financière ne sont pas difficiles et peuvent être maîtrisées rapidement grâce à l'apprentissage et à la compréhension. Par exemple, nous présenterons plus tard quelques concepts et connaissances de base. Malgré cela, certaines personnes peuvent encore trouver cela gênant et penser que l'embauche d'un conseiller financier professionnel peut simplement s'asseoir et se détendre. Mais en fait, même si un consultant financier professionnel vous aide à élaborer un plan financier, dans la pratique, vous devez toujours le mettre en œuvre vous-même et en assumer la responsabilité finale. Pensez Y, ces consultants en vente d'assurance, ces consultants financiers personnels et ces consultants en gestion de stock. Courtiers, leur point de départ pour faire les choses doit être dans leur propre intérêt, pas dans le vôtre. Par exemple, afin d'obtenir des commissions, un conseiller en vente d'assurance peut faire de son mieux pour vous vendre un certain produit d'assurance, mais ce n'est pas réellement ce dont vous avez besoin. Afin d'obtenir des commissions généreuses, un conseiller financier personnel peut promouvoir vigoureusement un certain produit d'assurance. Type de fonds communs de placement, car les frais facturés seront beaucoup plus élevés que ceux d'autres produits similaires. Par conséquent, la connaissance est la meilleure protection, et c'est en fait le seul moyen de se protéger. Maîtriser les connaissances en finances personnelles peut vous aider à mieux choisir le consultant qui vous convient et à éviter de vous tromper. Vous pouvez même planifier vous-même vos finances sans avoir à faire appel à un conseiller financier. Examinons ensuite la valeur nette, qui est une mesure de la richesse personnelle. Quelle est la valeur nette? Nous savons que les actifs sont des propriétés que vous possédez, les passifs sont des choses que vous empruntez à d'autres et que la valeur nette correspond à votre actif total moins le total de votre passif, qui représente le niveau d'accumulation de richesse personnelle. Si la valeur de votre passif personnel est supérieure à la valeur de vos actifs, votre valeur nette est négative. En d'autres termes, vous avez perdu votre solvabilité, êtes insolvable et risquez de faire faillite. Alors, quel est le niveau approprié de valeur nette? Ce livre nous dit que cela dépend de vos objectifs de gestion financière et du stade de gestion financière auquel vous vous trouvez. On peut imaginer que la valeur nette d'une personne de 25 ans est bien inférieure à celle d'une personne de 45 ans. Mais lequel est le meilleur financièrement? La réponse n'est pas nécessairement que plus le niveau de valeur nette est élevé, mieux c'est, mais cela dépend de qui parvient le mieux à atteindre ses objectifs financiers. Votre planification financière consiste à gérer votre valeur nette afin que vous puissiez atteindre vos objectifs plus rapidement. Nous savons tous que dépenser de l'argent est toujours plus facile que d'économiser de l'argent. Par conséquent, la gestion financière n'est pas un comportement spontané et doit être planifié. Comment gérer la valeur nette? Existe-t-il des outils utiles? Ci-dessous, nous présentons plusieurs outils de gestion financière utiles, à savoir le bilan personnel, le compte de résultats personnels et les ratios financiers. Dites-le un par un. Un bilan personnel est un état qui décrit votre situation financière personnelle à une date précise, c'est-à-dire le nombre d'actifs que vous possédez, le nombre de dettes que vous devez rembourser et la valeur nette dont vous disposez. Un relevé de revenus personnels est un rapport qui vous aide à analyser vos revenus et vos dépenses. Il peut vous indiquer quel est votre niveau de revenu total et quel est votre total de dépenses sur une période donnée.
Les ratios financiers sont une série d'indicateurs de ratios qui évoluent au fil du temps pour vous aider à analyser votre situation financière actuelle et la façon dont vous gérez votre propriété. Un bilan est comme un instantané de votre santé financière, il vous indique la richesse que vous avez accumulée à un moment précis. Le compte de résultat s'apparente davantage à un film financier, il vous indique d'où vient votre argent et où il va sur une période donnée. Si vos revenus sont supérieurs à vos dépenses, le revenu net restant peut être utilisé pour l'épargne ou l'investissement, et si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, le compte de résultat vous indiquera où est passé l'argent, vous permettant ainsi de détecter rapidement les problèmes. Un compte de résultat efficace ne vous permettra pas de savoir où l'argent a été dépensé ce mois-ci à la fin du mois. Les ratios financiers sont comme des thermomètres financiers, qui peuvent vous aider à mesurer votre niveau de gestion financière et à vérifier si votre situation financière est saine. Normalement, un compte de revenu personnel est entièrement établi sur la base des flux de trésorerie, c'est-à-dire que vous ne pouvez l'enregistrer comme revenu que lorsque l'argent est effectivement reçu, que lorsque l'argent est réellement dépensé, vous pouvez l'enregistrer comme dépense. Par exemple, votre salaire est un revenu, mais l'argent emprunté ne peut certainement pas être considéré comme un revenu. Si vous achetez une chaîne stéréo avec une carte de crédit, cela ne doit pas apparaître sur votre déclaration de revenus personnel, mais lorsque vous remboursez l'argent à la banque ou au crédit. Société émettrice de la carte, cette dépense apparaîtra sur le compte de résultat. Par conséquent, le compte de résultat peut véritablement refléter la situation de trésorerie des individus et des familles. Maintenant que nous comprenons l'actif net, résumons-le. L'actif net correspond à votre actif total moins votre passif total. Cette différence doit de préférence être un nombre positif. Bien entendu, plus le niveau de valeur nette est élevé, mieux c'est. La norme de mesure dépend de la mesure dans laquelle vous avez atteint ou non vos objectifs de gestion financière. Si votre valeur nette est négative, vous devez être vigilant, ce qui signifie que vous êtes déjà insolvable. En fait, peu importe combien vous gagnez ou peu importe, la clé d'une gestion financière réussie réside dans le contrôle, c'est pourquoi la gestion de l'actif net est très nécessaire. Ici, nous présentons principalement 3 outils de gestion financière utiles pour vous. Ils sont bilan personnel, déclaration de revenus personnels et ratio financier. En utilisant ces 3 outils, vous pourrez connaître votre santé financière à tout moment et être mieux en mesure d'atteindre vos objectifs financiers. Ensuite, nous examinons la gestion des actifs liquides. Lorsqu'il s'agit d'actifs liquides, ils ressemblent à de l'argent liquide et constituent des investissements et des fonds plus faciles à encaisser, comme votre épargne bancaire, votre compte courant ou vos fonds communs de placement du marché monétaire. Si vous considérez les actifs courants comme un réservoir, les revenus sont équivalents à l'eau qui coule dans le réservoir, et les frais de subsistance sont comme l'eau qui sort du réservoir. En fait, l'argent entre et sort toujours, et en maintenant une certaine taille de liquidité, vous pouvez efficacement éviter que le réservoir ne se tarisse. Personne ne veut que tous ces actifs liquides s'évaporent comme l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il peut être encaissé à tout moment, le rendement des actifs liquides est relativement faible et le risque est naturellement relativement faible. Alors pourquoi détenir des liquidités? D'une part, cela vous permet d'obtenir des revenus de placement. Bien que le taux d'intérêt bancaire actuel ne soit pas élevé, c'est mieux que de détenir de l'argent liquide en main. D'autre part, cela n'affectera pas votre utilisation et vous pourrez encaisser vos liquidités à tout moment. Sortez et répondez aux urgences. Vous vous souvenez de la crise financière américaine de 2008? Je crois que beaucoup de gens se souviennent encore que cette crise soudaine a eu de graves répercussions sur la vie économique de nombreux Américains et a même touché la plupart des pays et régions du monde. Dans cette crise, Keown, l'auteur de ce livre, a constaté que la capacité des Américains à faire face à la crise était si faible qu'elle dépassait tout simplement son imagination. Surtout lorsque la crise économique frappe, de nombreux Américains ne réservent pas de fonds d'urgence, c'est comme marcher sur une corde raide à haute altitude sans filet de sécurité pour les protéger. Bien que pour la plupart des gens, l'essentiel de la planification financière personnelle est de gagner de l'argent, si vous n'êtes pas préparé à des événements inattendus, par exemple, une panne soudaine de votre voiture, ou si vous perdez votre emploi, tombez malade ou vous blessez, alors c'est tout simplement impossible d'atteindre vos objectifs financiers. N'oubliez pas que l'avenir est imprévisible. Vous n'avez pas de super pouvoir et ne pouvez pas prédire ce qui se passera dans le futur, mais vous pouvez préparer l'avenir. Comment faire cela? C'est très simple, il suffit de mettre de côté un certain montant de fonds d'urgence en cas d'urgence. Après tout, une dépense imprévue pourrait mettre vos finances personnelles en péril, et nous ne pouvons pas prendre ce risque. La gestion des actifs circulants est donc très importante. Quelle quantité d'actifs circulants faut-il détenir et de quelle manière? S'il y a trop peu d'actifs courants, ce sera très dangereux, car il n'y a pas assez d'actifs courants, et il est très probable que d'autres actifs seront utilisés, comme la vente d'une maison. Le coût est trop élevé, s'il y a trop d'actifs courants, cela signifie que si le rendement de votre capital est trop faible, il n'est pas rentable et affectera votre capacité à atteindre vos objectifs financiers. Par conséquent, vous devez maintenir un équilibre entre la liquidité et la rentabilité des actifs et choisir un ratio approprié pour détenir des fonds d'urgence. Par exemple,
l'expérience montre qu'il est plus approprié de réserver 6 mois de frais de subsistance comme réserve de fonds d'urgence. Cet argent doit être conservé pendant une longue période et ne peut pas être utilisé facilement. Bien sûr, il peut être très difficile pour vous d'économiser cet argent au début, car votre salaire mensuel est très faible et il y a tellement de choses que vous souhaitez acheter, vous devez donc prendre certaines mesures pour vous retenir. Par exemple, si vous allez à la banque pour gérer une affaire connexe, lorsque votre salaire est payé chaque mois, la banque déduira et transférera automatiquement une somme d'argent sur un autre compte comme fonds d'urgence, afin que vous ayez moins de problèmes. Après avoir économisé suffisamment de ce fonds d'urgence, vous pouvez envisager d'autres investissements offrant des rendements relativement plus élevés. Alors, quelle est la meilleure façon de détenir des actifs liquides? Certains produits financiers sont de bons choix, comme les fonds communs de placement du marché monétaire, les bons du Trésor et les obligations d'épargne. Lorsque vous choisissez le produit à acheter, vous pouvez l'envisager sous 4 angles. Premièrement, quelle institution financière peut vous fournir les services dont vous avez besoin? Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un compte courant, un compte du marché monétaire ou si vous devez demander un prêt immobilier de 40 000 $, vous devez alors choisir une institution financière qui peut fournir ces services. Deuxièmement, demandez-vous si c'est cela. Investissement sûr? Y a-t-il une garantie? Cette institution financière est-elle fiable? Si la réponse est oui, alors vous avez le choix. Troisièmement, quels sont les coûts et les avantages associés aux services requis? Par exemple, vous pouvez vérifier si l'institution financière a fixé des exigences minimales d'épargne et s'il existe d'autres frais cachés. Si tel est le cas, vous devriez y réfléchir attentivement. Pour vous, l'objectif que vous poursuivez doit être le coût le plus bas et le rendement le plus élevé. Quatrièmement, vous devez également vous demander si le service est pratique et essayer de choisir une institution financière avec un emplacement et des heures d'ouverture plus pratiques. Après avoir choisi une institution financière qui vous convient, vous pouvez rechercher des opportunités pour faire connaissance avec le directeur de la banque et discuter avec lui. Plus votre relation personnelle avec l'institution financière est harmonieuse, mieux vous pourrez bénéficier de services qui répondent à vos exigences. Et vous serez également satisfait de votre décision d'investissement. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous lier à une certaine institution financière. En fait, chaque institution financière a ses propres avantages et peut fournir une variété de services différents avec différents niveaux de facturation. Vous pouvez combiner les avantages de diverses institutions financières et choisir les services les plus avantageux et répondant à vos besoins. De plus, vous pensez peut-être qu'il est sécuritaire de placer de l'argent dans n'importe quelle institution financière. En fait, les institutions financières sont également risquées. Lorsque les risques sont concentrés, ce sont vos fonds qui sont en réalité perdus. Par conséquent, certaines institutions financières ont souscrit une assurance. Pour les dépôts, il est également très important de comprendre cela. Par exemple, vous ouvrez un compte dans une institution financière et cette institution financière est assurée par une compagnie d'assurance. Selon le règlement de l'institution financière, le montant maximum d'assurance par déposant est de 1,5 million. Notez ici que l'accent est mis sur chaque déposant et non sur chaque compte. Si vous possédez simultanément 2 comptes au nom de cette institution, l'un est un compte d'épargne d'un montant de 1 million et l'autre est un compte courant d'un montant de 700 000, alors la valeur totale de votre compte est de 1,7 million, mais vous pouvez en profiter, le montant maximum assuré ne peut atteindre que 1,5 million. Toutefois, si l'un des 2 comptes est à votre nom et l'autre au nom de votre conjoint, alors les dépôts dans les 2 comptes sont entièrement assurés. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir plus de protection, vous pouvez ouvrir des comptes séparés dans chaque banque qui accepte les garanties des compagnies d'assurance. De cette manière, dans chaque banque, chaque compte ouvert séparément peut recevoir 1,5 million de dollars américains. Résumons la gestion des liquidités. Il est très nécessaire de détenir des liquidités pour ne pas être pressé en cas d'urgence. Dans des circonstances normales, il est plus approprié de constituer une réserve de fonds d'urgence équivalente à 6 mois de frais de subsistance. Normalement, cette partie des fonds peut être utilisée pour acheter des produits financiers faciles à encaisser et peut également générer un certain montant de revenus d'intérêt. Lors du choix d'un établissement d'investissement, vous devez vous demander si l'institution peut fournir des produits financiers qui répondent à vos besoins et si elle a une assurance. La garantie de l'entreprise, si les frais sont raisonnables et si c'est relativement proche de chez vous. Bien sûr, n'oubliez pas de considérer la limite de garantie de la compagnie d'assurance et de mettre des fonds au-delà de la garantie limite dans d'autres comptes. Maintenant que nous avons appris à gérer les liquidités, examinons la différence entre investissement et spéculation. Je pense que beaucoup de gens ne peuvent pas faire la différence entre les 2 concepts d'investissement et de spéculation. Vous vous demandez peut-être, ne s'agit-il pas uniquement de gagner de l'argent? En fait, la principale différence entre l'investissement et la spéculation réside dans la possibilité de créer de la valeur. Ce qu'on appelle l'investissement peut créer de la valeur, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez gagné de l'argent grâce à votre investissement, vous réinvestissez cet argent, de sorte que la valeur de votre investissement lui-même augmente. Par exemple, le loyer perçu par le propriétaire, les intérêts gagnés sur l'épargne, les revenus de dividendes provenant des transactions boursières ou les actions elles-mêmes se sont appréciées.
On peut dire que plus vous investissez, plus vous en tirerez des bénéfices. La spéculation, en revanche, est comme le jeu. Elle ne génère pas de revenus en créant de la valeur pour les actifs. Ces revenus dépendent entièrement de la relation entre l'offre et la demande sur le marché. Par exemple, lorsque l'offre est inférieure à la demande, le prix augmente. Plus vous négociez et plus vous obtenez de bénéfices. Par conséquent, la mentalité des spéculateurs ressemble davantage à celle des joueurs, qui s'attendent toujours à gagner une grande fortune. La demande du marché pour de tels actifs évolue très rapidement et les risques de spéculation sont également très élevés. Par exemple, les pièces d'or peuvent être très précieuses à l'avenir, mais le principe est que quelqu'un est prêt à payer autant pour les acheter. En revanche, le risque d'investir est inférieur au risque de spéculation. Examinons d'abord un cas d'investissement réussi. Le footballeur professionnel Kegina Carter n'avait aucune idée de ce qu'était l'investissement lorsqu'il était enfant. D'aussi loin qu'il se souvienne, les revenus de sa famille ont été limités. En 1995, Carter n'avait que 22 ans. Parce qu'il était bon au rugby, il a remporté la première place au repêchage de la NFL cette année-là. À partir de ce moment-là, Carter s'est lancé dans une carrière de joueur de rugby professionnel. Plus tard, lors d'un match, Carter s'est blessé au genou et il s'est soudain rendu compte d'un fait très important, la carrière d'un footballeur professionnel et les généreuses récompenses qu'il a reçues pourraient être anéanties en un instant à cause d'une blessure. À cette époque, Carter a signé avec l'équipe. La durée du contrat était de 7 ans et la rémunération totale était de 19,2 millions de dollars américains, y compris des frais de transfert de 7,125 millions de dollars américains. En conséquence, Carter craignait que sa carrière de joueur professionnel ne se termine par une blessure et qu'il perde sa source de revenus. Il a donc décidé de protéger les actifs qu'il avait acquis. À cette époque, Carter savait qu'il ne connaissait rien à l'investissement, alors il a rencontré 14 planificateurs financiers et en a sélectionné un. L'objectif d'investissement de Carter n'est pas seulement de protéger ses actifs et d'augmenter leur valeur, mais, plus important encore, de comprendre les concepts et les méthodes d'investissement. En 1999, Carter avait joué 5 saisons et s'était blessé au genou à 2 reprises et s'était cassé le poignet une fois. Les blessures répétées ont conduit à une réduction de salaire pour Carter. En 2005, la carrière de footballeur professionnel de Carter a pris fin, mais heureusement, la planification financière qu'il avait faite auparavant lui avait apporté des avantages considérables. Il a continué à atteindre ses objectifs financiers et sa vie n'a pas été affectée par la retraite. Au contraire, elle s'améliore. Examinons ensuite un exemple de spéculation. En fait, la spéculation humaine existe depuis des siècles. Parfois, la spéculation peut vraiment faire fortune, par exemple, le premier numéro de la bande dessinée X-Men publié en 1965 ne coûtait à l'époque que 12 centimes. 48 ans plus tard, il vaut aujourd'hui 13 500 $, avec un taux d'appréciation annuel moyen de plus de 27%. Cependant, la spéculation peut également vous faire subir de lourdes pertes. Par exemple, une carte Top Tiffany avec le visage de Mark McGwire émise en 1985 pourrait se vendre jusqu'à 10 000 $, mais en 2011, son prix est tombé à 15 $. Détenir de l'or est aussi une forme de spéculation. Bien que certains experts financiers déclarent de temps en temps au public que l'or est un bon investissement, et que les vendeurs essaient toujours de présenter l'achat et la vente d'or comme une activité qui est sûre de réaliser des bénéfices, c'est loin d'être la vérité. Au début des années 1980, le prix de l'or s'élevait à un peu plus de 850 $ l'once. Depuis 1980, le prix de l'or a grimpé en flèche, atteignant 1900 $ l'once en 2011. En 2010 et 2011, le prix de l'or sur le marché a fortement augmenté, mais un calcul minutieux montre que depuis 1980, le rendement annuel moyen de l'or est inférieur à 2%. En revanche, si vous investissez dans des actions cotées à la bourse de New York, le taux de rendement de 1980 au début 2011 peut atteindre un taux annuel moyen de 10,6%. Voyez-vous, ce n'est qu'en comprenant ce qu'est l'investissement et ce qu'est la spéculation que vous pourrez vous concentrer davantage sur les investissements qui peuvent apporter des rendements stables. Résumons les différences entre investir et spéculer. La clé réside dans la possibilité de créer de la valeur et dans le niveau de risque. L'investissement peut créer de la valeur, mais la spéculation s'apparente davantage au jeu. L'investissement peut faire apprécier le capital et plus vous investissez, plus vous obtiendrez de revenus. La spéculation, en revanche, dépend davantage de l'offre et de la demande du marché. Elle peut créer de la valeur. Vous êtes riche du jour au lendemain, ou cela peut vous rendre riche du jour au lendemain. Laissez-vous faire faillite instantanément, le risque d'investissement est relativement faible, tandis que le risque de spéculation est relativement grand. Maintenant que nous avons distingué l'investissement de la spéculation, intéressons-nous aux intérêts composés. Ce qu'on appelle les intérêts composés, pour parler franchement, signifie intérêts composés. Vous réinvestissez les revenus de placement ou les intérêts que vous avez déjà gagnés. De cette façon, vous pouvez non seulement obtenir les intérêts générés par le capital d'investissement initial, mais également les intérêts générés par les intérêts réinvestis. De cette façon, vous pouvez gagner plus d'intérêts, c'est-à-dire ajouter des intérêts aux intérêts.
Par exemple, si vous déposez 1000 dollars dans un compte d'épargne avec un taux d'intérêt annuel de 6%, alors à la fin de la première année, le revenu que vous recevez est de 60 dollars, plus le capital de 1000 dollars dans votre compte d'épargne, le solde de votre compte à cette fois, c'est 1060 dollars. À la fin de la deuxième année, combien d'intérêt gagnerez-vous? 60 dollars pour 2, donc 120 dollars? Bien sûr que non, mais 123,6 dollars. D'où viennent les 3 dollars et demi supplémentaires? Ce sont les intérêts des 60 dollars sur votre dépôt la première année, qui sont les intérêts régénérés. Ne sous-estimez pas les 3 yuan et 60 cents. Si le montant principal est important ou si le temps est long, la différence que cela fera sera énorme. Par exemple, en 1626, Peter Minuit a acheté l'île de Manhattan aux Amérindiens pour une valeur totale de 24 dollars en boules et bijoux. Si fin 1626, les Amérindiens avaient investi cet argent à un taux d'intérêt composé annuel de 8%, fin 2012, soit 386 ans plus tard, les 24 dollars seraient devenus 191,3 000 milliards de dollars, ce qui serait sans doute suffisant de racheter tout Manhattan, mais c'est dommage qu'il n'ait pas fait cet investissement. L'avantage des intérêts composés n'est pas seulement l'intérêt composé, mais aussi un point plus critique, à savoir que plus le cycle des intérêts composés est court, plus vite vous gagnerez de l'argent. Autrement dit, plus les intérêts sont payés rapidement, plus vous les obtenez rapidement, vous pouvez donc les réinvestir immédiatement et gagner plus d'intérêts. Pour parler franchement, plus le cycle des intérêts composés est court, plus vous gagnez de l'argent rapidement et plus il est facile d'en gagner. Alors, comment pouvons-nous utiliser les intérêts composés au service de nos vies? Il suffit de dire que plus tôt vous commencerez à épargner pour la retraite ou pour atteindre un objectif à long terme, moins le processus d'épargne sera pénible. Par exemple, deux sœurs jumelles qui travaillent dans la même entreprise ont décidé d'économiser de l'argent pour leur retraite dans 35 ans. Supposons que leur retour sur investissement au cours des 35 prochaines années soit tous deux de 8%. Ma sœur n'investira que 2000 dollars à la fin de chaque année pendant les 10 premières années des 35 prochaines années, pour un investissement total de 20 000 dollars. Ma sœur, en revanche, n'a pas économisé d'argent au cours des 10 premières années, mais a investi 2000 dollars à la fin de chaque année pendant les 25 années restantes, pour un investissement total de 50 000 dollars. À leur retraite, la sœur aînée aura accumulé 200 000 dollars, tandis que la sœur cadette n'a accumulé que 150 000 dollars, même si la sœur aînée n'a investi que depuis 10 ans et la sœur cadette depuis 25 ans. Cela illustre le pouvoir du temps dans le calcul des intérêts composés. Si vous le gérez bien, le temps est votre atout et il peut garder votre portefeuille étonnamment plein. Revoyons à nouveau le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés, pour parler franchement, signifient des intérêts composés, c'est-à-dire des intérêts ajoutant des intérêts. La clé de son pouvoir est le temps. Si le temps est suffisamment long, la valeur de la monnaie sera suffisamment élevée. Dans le même temps, plus le cycle des intérêts composés est court, plus vite vous gagnerez de l'argent. Investir tôt est donc un choix très judicieux. La seconde moitié. Dans la première moitié, les 5 concepts de base de la gestion financière sont introduits: la connaissance est la meilleure garantie, la valeur nette, la gestion des liquidités, la différence entre investissement et spéculation et les intérêts composés. Continuons maintenant avec l'essence de ce livre. Il présente principalement les 4 concepts de base de la gestion financière que sont les prêts sur carte de crédit, les investissements diversifiés à haut risque et à haut rendement et l'assurance, jetant ainsi une base solide pour votre carrière en gestion financière. Jetons ensuite un coup d'œil aux prêts sur carte de crédit. En ce qui concerne les cartes de crédit, tout le monde les connaît, du moment où vous allez au supermarché pour acheter une bouteille d'eau et glisser votre carte de crédit, jusqu'au moment où vous vous rendez dans un magasin 4S pour acheter une voiture et demander un crédit automobile. Il s'agit essentiellement de crédit à la consommation. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour effectuer des achats ou retirer de l'argent car la banque vous a fourni à l'avance une limite de crédit. Il s'agit d'un service de crédit que la banque vous offre en fonction de votre profession, de votre niveau de salaire annuel et de votre code de crédit. En effet, obtenir une carte de crédit est vraiment simple. Bien sûr, les banques émettent des cartes pour gagner de l'argent, et les cartes de crédit apportent du confort dans nos vies. Mais si vous êtes trop décontracté, les cartes de crédit peuvent nous causer des ennuis et nous faire dépenser trop, ce qui est dangereux. Par exemple, vous possédez une carte de crédit avec un taux d'intérêt annuel de 18% et le solde que vous devez ce mois-ci est de 3 900 dollars. Vous n'avez pas remboursé intégralement le prêt. Si vous remboursez selon le montant mensuel minimum, par exemple 30 yuan, combien de temps vous faudra-t-il pour rembourser toutes vos dettes de carte de crédit? La réponse est 35 ans. Ce prix n'est-il pas trop élevé? Nous savons que la plupart des cartes de crédit facturent des intérêts composés. Nous avons présenté en détail le concept des intérêts composés dans le dernier numéro, ce qui signifie qu'au fil du temps, les intérêts composés produiront un pouvoir énorme. Il n'est donc pas surprenant que le principal ne soit que de 3 900 dollars américains. Après 35 ans, les intérêts à eux seuls ont atteint 10 096 dollars américains. Ici, le taux d'intérêt annuel est un facteur important dans la détermination des intérêts des cartes de crédit.
Certaines cartes de crédit offrent également des taux d'intérêt très bas pendant la période préférentielle, également connue sous le nom de taux d'intérêt tentation. C'est-à-dire que dans les 6 premiers mois à 1 an, ce type de carte peut avoir un taux d'intérêt nul, mais après la période préférentielle se termine, le taux de croissance se situe entre 17% et 18%. C'est à ce moment-là qu'il faut redoubler de prudence. De manière générale, les cartes de crédit bénéficient d'un délai de grâce, généralement de 20 à 25 jours après l'achat. Vous pouvez éviter de payer des intérêts pendant cette période, mais tout le monde ne peut pas le faire. Une femme, afin de contrôler son envie d'utiliser sa carte de crédit pour effectuer des achats, a adopté une approche inimaginable. Elle a mis ses cartes de crédit dans un portefeuille, puis a gelé le portefeuille dans un seau d'eau. Lorsqu'elle voulait utiliser sa carte de crédit pour effectuer un achat, elle devait attendre que les glaçons fondent lentement avant de pouvoir retirer la carte de crédit. En attendant que la glace fonde, elle peut bien réfléchir si elle doit ou non acheter cette chose. Si vous voulez vraiment contrôler vos envies d'achat, autant apprendre cette idée et trouver un moyen de vous gérer qui vous convient, par exemple, vous déconnecter automatiquement d'Internet avant l'événement d'achat en ligne, ou réduire la fréquence de navigation sur les produits en ligne. Si vous ne regardez pas, vous serez beaucoup moins tenté, non? En dehors des achats, avez-vous déjà utilisé une carte de crédit pour retirer de l'argent? En insérant votre carte dans un distributeur automatique et en retirant de l'argent, vous empruntez en réalité de l'argent à la banque. L'opération semble simple, mais le coût d'emprunter de l'argent de cette manière est très élevé. Il y a au moins 4 fosses ici, et vous devez être prudent. Le premier gouffre est qu'au moment où vous retirez de l'argent à un distributeur automatique avec votre carte de crédit, vous commencez à payer des intérêts. C'est exactement le contraire des achats avec une carte de crédit, les intérêts ne courent pas immédiatement lors de l'achat de marchandises à crédit, mais seulement après l'expiration du délai de paiement. Le deuxième écueil est que les intérêts facturés par de nombreuses cartes de crédit pour les avances de fonds sont plus élevés que les intérêts facturés pour les achats effectués avec votre carte. Le troisième piège est que lorsque vous empruntez de l'argent avec une carte de crédit, les banques facturent généralement certains frais à l'avance. Le quatrième écueil est que de nombreuses cartes de crédit exigent que vous remboursiez intégralement la dette de carte de crédit contractée lors de l'achat avant de payer les intérêts sur l'avance de fonds. Par conséquent, lorsque vous utilisez une carte de crédit pour retirer de l'argent, vous devez être conscient de ces pièges, sauf si cela est absolument nécessaire, vous ne devez pas utiliser une carte de crédit pour retirer de l'argent. Maintenant que nous comprenons les connaissances sur les prêts sur carte de crédit, résumons-les. Les cartes de crédit génèrent essentiellement des intérêts avec des intérêts composés. Il est préférable de rembourser à temps, sinon les intérêts générés seront très peu rentables. Lorsque vous retirez de l'argent avec une carte de crédit, veillez à faire attention aux pièges. Les intérêts sont calculés au moment où vous retirez de l'argent et ils sont généralement plus élevés que les intérêts sur les achats par carte de crédit. De nombreuses cartes de crédit exigent que vous remboursiez tous les montants impayés. Solde avant de payer les intérêts. Bref, les cartes de crédit sont une bonne chose, mais il faut les utiliser à bon escient et essayer de les rembourser intégralement chaque mois pour éviter une consommation excessive. Sinon, la carte de crédit dans votre poche pourrait constituer votre dette la plus dangereuse. Voyons ensuite, risque élevé, récompense élevée. Nous savons tous que le risque et le rendement correspondent toujours. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé. Au contraire, plus le risque est faible, plus le rendement est faible. Par exemple, si vous déposez de l'argent dans une banque ou achetez des obligations d'État, le risque est très faible et, bien sûr, les revenus seront relativement faibles. Lorsque vous investissez de l'argent en bourse, le risque est élevé et les revenus que vous recevez, en plus des dividendes, peuvent également être une appréciation de la valeur de l'action. Par conséquent, lors du choix d'un projet d'investissement, vous devez peser les risques et les avantages. Par exemple, les obligations à long terme du Trésor américain et les obligations émises par General Motors sont risquées. Mais dans des circonstances normales, le risque d'investissement dans les bons du Trésor américain est fondamentalement négligeable, et le taux d'intérêt sur les obligations émises par General Motors doit être supérieur au taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain à long terme, sinon personne ne sera disposé à les acheter. Ce principe est en réalité très simple, lorsque les bons du Trésor américain arriveront à échéance, le principal sera remboursé, ce qui peut être garanti tant que le pays est toujours là. Ce n'est pas nécessairement le cas de General Motors, le risque de faillite ou de difficulté pour une entreprise est nettement plus grand que celui d'un pays. Alors, comment équilibrer les risques et les avantages? Comment choisir les produits d'investissement? L'auteur Keown est plus enclin à investir en actions. Grâce à des recherches sur les données, il estime que sur une période plus longue, par exemple 10 ans, le taux de rendement des actions ordinaires dépassera celui de tous les autres produits financiers, y compris leurs mentionnés précédemment. En même temps, les actions contribuent à diversifier le portefeuille d'actifs, c'est-à-dire qu'elles peuvent effectuer des investissements diversifiés et réduire les risques. Nous présenterons en détail la connaissance des investissements diversifiés dans le concept suivant. De plus, la liquidité des actions est relativement bonne. L'analyse de Keown s'appuie sur un grand nombre de cas.
Prenons simplement l'exemple d'Anne et Jennifer. Aux États-Unis, il y a une auditrice nommée Anne qui travaille pour l'Internal Revenue Service. Grâce à son travail, Anne a eu l'occasion d'étudier attentivement les habitudes d'investissement des personnes fortunées auditées. Peu à peu, Anne a découvert que les gens riches constituaient l'essentiel de leur richesse en investissant dans des actions ordinaires. Elle a pensé que, puisque les gens riches deviennent riches en investissant dans des actions, alors cette méthode doit aussi me convenir. Ainsi, en 1943, après sa retraite, Anne a utilisé toutes ses économies de $5 000 pour acheter des actions ordinaires. Au début, elle n'achetait que des actions de sociétés qu'elle connaissait bien, comme les célèbres studios de cinéma, Universal et Paramount. Plus tard, elle a acheté des actions dans plusieurs petites sociétés de boissons gazeuses de l'époque, Coca-Cola et PepsiCo, ainsi que de nombreuses sociétés pharmaceutiques, dont Bristol Myers Squibb et Schering Plug, toutes deux également célèbres à l'époque. Petite entreprise connue. Anne est décédée en 1995 à l'âge de 101 ans. Au cours des 52 années allant de 1943 à 1995, le portefeuille d'actions détenu par Anne s'est apprécié 4000 fois, passant de l'investissement initial de $5 000 américains à $22 millions américains plus tard. C'est vraiment un investissement passionnant. 52 ans, c'est peut-être un peu long. Regardons à nouveau l'exemple suivant. Anne et Madame Sanchez ont une fille, Jennifer. En 1986, alors que Jennifer n'avait que 13 ans, elle réussit à persuader ses parents d'utiliser 15% des économies totales de leur famille, soit $10 000 US, pour acheter des actions d'une société qui venait tout juste d'être introduite en bourse, Microsoft. À cette époque, Microsoft était encore une petite entreprise peu connue et peu visible à Seattle. Son fondateur, Bill Gates, était encore un jeune homme qui n'avait pas encore été testé par le marché, il était donc difficile de trouver quelqu'un prêt à faire le marché des courtiers en valeurs mobilières. À cette époque, les actions de Microsoft se vendaient à seulement $21 par action. À la mi-2011, 25 ans plus tard, l'investissement initial de $10 000 du couple Sanchez était passé à $4,17 millions. Aujourd'hui encore, cela semble être une immense fortune. En mars et avril 2003, 17 ans après que Jennifer ait recommandé pour la première fois des actions, elle en a recommandé deux autres. L'un d'eux était Apple. À cette époque, Jennifer croyait que l'iPod pouvait changer le monde. Elle et ses parents ont donc investi chacun $50 000. En avril 2011, 8 ans plus tard, l'investissement initial de $50 000 américains s'est élevé à $2,6 millions américains. Un autre site que Jennifer a recommandé était Priceline.com. À cette époque, Jennifer utilisait le site web pour réserver une chambre pour elle-même pour la première fois et économiser 50% sur le coût. Jennifer a déclaré « J'ai l'impression qu'une fois que les gens en réalisent les avantages, vous ne pourrez jamais vivre sans ». Ainsi, elle et ses parents ont chacun investi $50 000 supplémentaires. Quel a été le résultat? Comme vous pouvez l'imaginer, en avril 2011, 8 ans plus tard, l'investissement initial de $50 000 US s'est élevé à plus de $19 millions US. Jennifer mérite amplement d'être une « star de l'investissement ». Bien entendu, tout le monde ne peut pas investir avec succès. Même si vous n'avez pas les compétences d'Anne et Jennifer en matière d'investissement, si vous aviez pu commencer à investir il y a 60 ans, vous auriez découvert que gagner de l'argent en bourse n'est pas aussi difficile que vous le pensiez. Par exemple, de la fin de 1994 à 1999, la valeur d'un investisseur initial de $10 000 US pouvait atteindre $28 500 US. Bien sûr, il y a des risques en bourse, il faut donc investir avec prudence. En 2008, l'indice des prix du marché boursier américain a chuté en moyenne d'environ 38%. Ce point mérite la plus grande vigilance des investisseurs. Nous avons mentionné plus tôt que la relation entre le risque et le rendement est qu'à mesure que la période d'investissement s'allonge, le risque que vous pouvez supporter augmente. À ce stade, vous pouvez choisir des produits financiers présentant des risques plus élevés. Car au fil du temps, les rendements des actifs plus risqués surpassent ceux des actifs moins risqués. Cela fait ressortir un point très important de l'auteur, parfois, ne pas prendre de risques est plus risqué que prendre des décisions risquées. Tant que votre horizon de placement est suffisamment long, vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques. Il s'agit d'un concept extrêmement important car il signifie que la longueur de l'horizon d'investissement joue un rôle extrêmement important dans le choix de la manière d'investir et des véhicules d'investissement à choisir. Par exemple, au cours des 82 dernières années, les actions ordinaires ont généré le rendement le plus élevé. Au cours de cette période, les actions des grandes entreprises ont généré un rendement annuel moyen de 10,7%. Cependant, nous savons que le marché boursier est toujours volatile et que la hausse des cours des actions ne se fait pas toujours sans heurts. Même au cours de la même période, les actions ordinaires présentent le niveau de risque ou de volatilité des prix le plus élevé. Par exemple, le 19 octobre 1987, la bourse a chuté de 23%, le 27 octobre 1997, l'indice boursier a chuté de 7,2%, pendant les 10 jours du 1er au 10 octobre 2008, la bourse a chuté de 22%. Cependant, comme vous détenez des actions ordinaires pendant une période plus longue,
disons 20 ans, même dans les pires années, le rendement composé de la détention d'actions est positif. Car lorsque le marché boursier connaît une mauvaise année, les rendements des investissements des autres produits seront également affectés. Ainsi, si votre horizon d'investissement à long terme est suffisamment long, tant que vous choisissez des actifs présentant des risques plus élevés mais des rendements plus élevés, vous pourrez éventuellement obtenir des retours sur investissement satisfaisants. C'est la deuxième partie de ce dont nous parlons, risque élevé et rendement élevé. Résumons, le risque et le rendement correspondent toujours. Plus le risque est élevé, plus le rendement est important, et vice-versa. Lorsque vous choisissez un investissement, veillez à peser les risques et les avantages. Les actions sont des produits d'investissement à haut risque et à haut rendement. Si votre période d'investissement à long terme est suffisamment longue, tant que vous choisissez des actifs présentant des risques plus élevés mais des rendements plus élevés, vous pourrez éventuellement obtenir des retours sur investissement satisfaisants. Examinons ensuite la diversification. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, je pense que beaucoup de gens connaissent ce vieux proverbe. Un investissement diversifié peut vous aider à réduire ou à répartir certains risques sans affecter vos rendements attendus. Bien sûr, vous ne gagnerez peut-être pas fortune en faisant cela, mais vous ne perdrez pas non plus beaucoup d'argent. À tout le moins, vous pouvez atteindre le taux de rendement moyen du marché. Donnez un exemple frappant. Par exemple, vous avez un magasin de lunettes de soleil sur une magnifique île des Caraïbes. Il n'y a qu'un seul produit dans le magasin, des lunettes de soleil, et vos clients sont des touristes en vacances. Pendant la saison ensoleillée, vous pouvez gagner 20% en vendant des lunettes de soleil. Mais malheureusement, il y a aussi une saison des pluies sur cette petite île. Lorsque la saison des pluies arrive, vos lunettes de soleil ne se vendront pas bien et vous ne gagnerez pratiquement aucun argent. Dans ce cas, votre taux de profit sera nul. Normalement, l'île est divisée à parts égales entre les saisons ensoleillées et pluvieuses tout au long de l'année, moitié-moitié. Ainsi, en moyenne sur un an, le taux de profit moyen de votre magasin est de 10%. Mais nous savons tous que les saisons ensoleillées et pluvieuses ne sont pas tout à fait moyennes chaque année. La durée spécifique de la météo détermine votre taux de rendement réel cette année-là. En d'autres termes, s'il y a beaucoup de jours ensoleillés et qu'elle occupe les 3/4 de l'année, vous obtiendrez un taux de rendement de 15%, mais si la saison des pluies occupe les 3/4 de l'année, vous ne pourrez obtenir que 5%. Rendement? Alors, vous devez vous demander, qui serait si stupide de ne vendre qu'un seul produit? Ainsi, vous achetez un autre lot de parapluies à vendre et le problème est résolu. C'est la façon de penser en matière d'investissement diversifié. Lorsque vous vendez des lunettes de soleil et des parapluies en même temps, pendant la saison des pluies, vous pouvez obtenir un retour de 20% sur la vente de parapluies, mais le retour sur les lunettes de soleil est nul. Par une journée ensoleillée, vous pouvez obtenir un retour de 20% sur la vente de lunettes de soleil. Et le rendement des parapluies est nul. De cette façon, vos revenus de placement seront de 20% tout au long de l'année et ne seront pas affectés par les fluctuations des taux de rendement réels entre les différentes années. Autre exemple, pour de nombreux investisseurs novices, les fonds communs de placement constituent un moyen pratique de diversifier leurs investissements et constituent également l'un des meilleurs choix pour entrer initialement sur le marché et continuer à investir. La stratégie d'investissement des fonds communs de placement consiste à détenir un portefeuille d'investissement tel que des actions et des obligations à long terme. Les sociétés de fonds mettent en commun de petites sommes d'argent provenant de vous et d'autres personnes pour investir dans des actions, des obligations et divers titres. Chaque investisseur possède une certaine part du fonds en fonction du montant de son investissement. Même les investisseurs disposant de très petits investissements peuvent profiter des avantages d'un investissement de plusieurs dollars en achetant des fonds communs de placement. En fait, certains petits investisseurs avec un investissement total de seulement $1000 US ou moins peuvent posséder une partie d'un vaste portefeuille entièrement multidollars contenant plus de 1000 actions. De cette façon, laissez les experts en investissement s'occuper de tout pour vous. C'est peut-être parce que de plus en plus d'investisseurs commencent à s'en rendre compte que les fonds communs de placement se sont développés si rapidement ces dernières années. Le type spécifique de fonds communs de placement que vous choisissez dépend de vos objectifs de placement. Par exemple, si vous envisagez d'épargner pour des fonds d'urgence, il est préférable d'investir dans des fonds communs de placement du marché monétaire, car ce type de fonds est relativement sûr et les parts du fonds sont faciles à racheter et à liquider. Cependant, si vous épargnez pour la retraite dans 40 ans, il est alors plus approprié d'investir dans des fonds indiciels boursiers. La diversification réduit les risques. Cependant, il ne faut pas oublier que tout risque est éliminé car les rendements des deux produits d'investissement fluctuent dans des directions opposées. Mais dans la vraie vie, il est en réalité difficile de trouver deux produits d'investissement qui remplissent cette condition. Par conséquent, la diversification des produits d'investissement en dollars peut réduire le niveau de risque global du portefeuille d'investissement. Après avoir compris l'investissement diversifié, résumons, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. L'investissement diversifié peut vous aider à réduire ou à répartir certains risques sans affecter vos rendements attendus. Pour de nombreux nouveaux investisseurs, les fonds communs de placement constituent l'une des meilleures options de diversification. Le choix de produits d'investissement multidollars peut réduire le niveau de risque global du portefeuille d'investissement.
Examinons ensuite le dernier concept de base, l'assurance. Des accidents se produiront. Afin de nous protéger contre la menace de catastrophe majeure, nous devons nous protéger grâce à une assurance. La base de l'assurance est le partage des risques. Lors de l'élaboration d'un plan financier personnel, l'assurance est un élément très important que vous devez considérer attentivement. Ensuite, je me concentrerai pour vous sur l'assurance de personnes, comprenant principalement l'assurance vie et l'assurance maladie. Le but de l'assurance vie est d'éviter que le décès de l'assuré n'entraîne des difficultés financières pour la famille. Il y a quelques bases ici, utilisons une analogie. Par exemple, chacun met de l'argent dans le pot en fonction de la police d'assurance. Ici, la personne qui met de l'argent est le preneur d'assurance, la personne dont la vie est protégée par la police est l'assuré, l'argent que chacun met dans le pot est la prime, qui est le coût de l'assurance vie. Si l'un des assurés décède, sa famille peut retirer de cette jarre une somme d'argent en guise de compensation pour la perte de revenus causée par le décès de l'assuré. Parmi eux, le montant de la prime dépend de la probabilité de décès de l'assuré. Cette probabilité est estimée par l'actuaire de la compagnie d'assurance en fonction de l'âge, de l'état de santé et des habitudes de vie particulières de l'assuré. Par exemple, les fumeurs courent un risque de décès beaucoup plus élevé que les non-fumeurs et doivent donc payer des primes beaucoup plus élevées. Lorsque l'assuré décède, le montant de l'indemnisation de la compagnie d'assurance est le montant assuré du contrat et la personne qui reçoit l'indemnisation est le bénéficiaire. Ici, l'assuré et le bénéficiaire ne doivent pas être la même personne. Le bénéficiaire est généralement désigné par l'assuré lors de la souscription de l'assurance. Alors, est-ce que tout le monde doit souscrire une assurance vie? Comme nous venons de le mentionner, le but de souscrire une assurance vie est d'apporter une aide financière à vos proches à votre décès. Par conséquent, lorsque vous décidez de souscrire ou non une assurance vie, vous devez vérifier votre valeur nette. Si le niveau de valeur nette est plus élevé, le montant de l'héritage que vos proches recevront à l'avenir après votre décès sera plus important et votre motivation à souscrire une assurance vie sera moins forte. Si vous êtes célibataire et n'avez aucune personne à charge, vous n'avez généralement pas besoin de souscrire une assurance vie. Mais si vous présentez un risque élevé de contracter certaines maladies mortelles, comme le cancer, vous devez alors souscrire une assurance vie. La souscription d'une assurance vie n'apporte pas d'avantage direct à l'assuré, son objectif est de protéger ceux qui comptent sur l'assuré. Alors, quel montant d'assurance vie devez-vous souscrire? Cela a à voir avec votre objectif principal de souscrire une assurance vie. Par exemple, essayez-vous de fournir suffisamment d'argent pour que votre enfant aille à l'université? Voulez-vous laisser suffisamment d'argent à votre mari pour qu'il puisse élever vos enfants pendant des années? Bref, le montant de l'achat sera différent selon le but recherché. Généralement, il existe deux façons de déterminer le montant d'assurance vie dont vous avez besoin. La première est la méthode du multiple de revenus, utilisez votre revenu total annuel moyen et multipliez-le par un multiple de 5 à 15. Le résultat est le montant assuré approprié d'assurance vie que vous devriez choisir. La théorie de cette méthode est que les gens espèrent utiliser l'assurance vie pour compenser la perte de revenus causée par le décès de l'essentiel de la main-d'œuvre de la famille. Par conséquent, plus le nombre d'années est long, plus le multiple des gains est élevé. La seconde est la méthode des besoins, qui indique le montant d'argent nécessaire pour répondre aux besoins vitaux des membres survivants de la famille après le décès du membre qui constitue la principale source de revenus de la famille. Si la méthode du multiple de revenus est considérée comme une méthode de calcul universelle, alors la méthode de la demande est une méthode de calcul personnalisée et personnalisée. L'assurance vie sur le marché peut être divisée en assurance vie temporaire et assurance vie avec valeur de rachat. L'assurance vie temporaire est un produit d'assurance simple. Si l'assuré décède pendant la durée du contrat, la compagnie d'assurance versera une indemnité aux bénéficiaires en fonction de la valeur nominale du contrat. L'assurance vie avec valeur de rachat est un produit hybride qui non seulement verse des prestations d'assurance aux bénéficiaires, mais permet également de réaliser des économies au sein de la police elle-même. Pour la grande majorité des gens, l'assurance vie temporaire est un meilleur choix car elle permet de répondre à vos besoins d'assurance à moindre coût, ce qui est le véritable objectif de l'assurance. Cependant, le niveau des taux des produits d'assurance avec valeur de rachat est très élevé, ce qui peut vous amener à réduire le montant d'assurance souscrit, ce qui entraînerait une couverture d'assurance insuffisante. Il convient de noter ici que lors du choix d'un produit d'assurance vie, une attention particulière doit être portée aux conditions complémentaires du contrat. Les conditions dites supplémentaires sont des conditions supplémentaires ajoutées au contrat d'assurance. Généralement, les prestations de décès versées par l'assurance vie sont exonérées d'impôt sur le revenu. Par conséquent, si la prestation de décès est versée sous forme de capital, elle est généralement entièrement exonérée d'impôt. Si le cavalier exige le paiement de taxes, vous pourrez peut-être l'utiliser comme moyen de défense. Une fois que vous avez compris vos besoins en matière d'assurance vie, vous pouvez alors choisir une compagnie d'assurance et un courtier d'assurance. Il est très important de choisir une compagnie d'assurance efficace. Vous pouvez vous référer aux informations fournies par certaines agences de notation. En comparant et en analysant les coûts des différents produits d'assurance vie, vous pourrez choisir d'acheter le produit qui vous convient.
Maintenant que l'assurance vie a été introduite, intéressons-nous à l'assurance maladie. Le but de l'assurance maladie n'est pas de compenser tous les frais médicaux, mais d'éviter le coût fatal porté à votre situation financière par des maladies graves. Il existe de nombreux types de produits d'assurance maladie sur le marché, comme l'assurance maladie de base. La plupart des assurances maladie peuvent proposer à la fois une assurance hospitalisation, une assurance chirurgie et une assurance médecine interne. Ces trois types d'assurances sont généralement vendus ensemble et sont appelés assurance maladie de base. Par exemple, une assurance frais médicaux importante. Elle couvre les frais médicaux qui dépassent le plafond de base de l'assurance maladie. Cela signifie que d'énormes frais médicaux causés par des maladies graves peuvent être compensés par ce type d'assurance. Bien entendu, il comporte également une franchise, ou clause stop-loss, qui plafonne le montant total des frais médicaux que le preneur d'assurance paiera. Par exemple, l'assurance maladie grave et accident. Un exemple courant est l'assurance cancer, qui peut fournir une indemnisation supplémentaire pour les frais médicaux des assurés souffrant de maladies spécifiques. Alors, comment souscrire une assurance maladie? En règle générale, lorsque vous souscrivez une assurance maladie, n'achetez pas moins d'assurance que ce dont vous avez réellement besoin afin d'économiser de l'argent. En même temps, vous devriez revoir votre police toutes les quelques années, surtout lorsque des changements majeurs surviennent dans votre vie, comme vous marier ou avoir des enfants. De plus, lors de la souscription d'une assurance maladie, essayez d'être aussi complet que possible. Il n'est donc pas recommandé de souscrire séparément une assurance maladie grave ou une assurance accident, mais de choisir une assurance maladie complète. En résumé, l'assurance est un partage des risques, et l'assurance de personnes comprend principalement l'assurance vie et l'assurance maladie. Le montant de chaque type d'assurance que vous devez souscrire dépend de vos besoins et les modalités de souscription sont également différentes. La souscription d'une assurance vie n'apporte pas d'avantage direct à l'assuré, son objectif est de protéger ceux qui comptent sur l'assuré. Le but de l'assurance maladie n'est pas de compenser tous les frais médicaux, mais d'éviter que des maladies graves ne portent un coup fatal à votre situation financière. Lorsque vous souscrivez une assurance maladie, n'achetez pas moins que ce dont vous avez réellement besoin, simplement pour économiser de l'argent. De plus, essayez de choisir une police d'assurance maladie complète. Passons maintenant brièvement en revue le contenu de ce livre. Dans la première moitié, nous avons parlé de 5 concepts de base en gestion financière, et dans la seconde moitié, nous avons expliqué pour vous 4 autres concepts en finances personnelles. Premièrement, les prêts sur carte de crédit. Les prêts par carte de crédit sont l'une des formes de crédit à la consommation les plus courantes. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, vous devez faire attention à savoir si vous pouvez vous permettre de respecter la limite de remboursement afin d'éviter de tomber dans une énorme crise de la dette. Les cartes de crédit génèrent essentiellement des intérêts avec des intérêts composés. Il est préférable de rembourser à temps, sinon les intérêts générés seront très peu rentables. Lorsque vous retirez de l'argent avec une carte de crédit, soyez conscient des pièges. Les intérêts commencent à s'accumuler au moment où vous retirez de l'argent. Les intérêts sont généralement plus élevés que les intérêts sur les achats par carte de crédit. La banque facturera des frais de 2 à 4% et vous obligez à rembourser d'abord tous les soldes impayés. Bref, les cartes de crédit sont une bonne chose, mais il faut les utiliser à bon escient et essayer de les rembourser intégralement chaque mois pour éviter une consommation excessive. Sinon, la carte de crédit dans votre poche pourrait constituer votre dette la plus dangereuse. Deuxièmement, un risque élevé et un rendement élevé. Le risque et le rendement correspondent toujours, plus le risque est élevé, plus le rendement est important et vice-versa. Lorsque vous choisissez un investissement, veillez à peser les risques et les avantages. Les actions sont des produits d'investissement à haut risque et à haut rendement. Si votre horizon d'investissement à long terme est suffisamment long, tant que vous choisissez des actifs présentant des risques plus élevés mais des rendements plus élevés, vous pourrez éventuellement obtenir des retours sur investissement satisfaisants. Troisièmement, diversifiez les investissements. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Un investissement diversifié peut vous aider à réduire ou à répartir certains risques sans affecter vos rendements attendus. Pour de nombreux nouveaux investisseurs, les fonds communs de placement constituent l'une des meilleures options de diversification. Les produits d'investissement multidollars peuvent réduire le niveau de risque global du portefeuille d'investissement. Enfin, nous arrivons à l'assurance. L'assurance est un partage des risques, et l'assurance personnelle comprend principalement l'assurance vie et l'assurance maladie. Le montant de chaque type d'assurance que vous devez souscrire dépend de vos besoins et les modalités de souscription sont également différentes. La souscription d'une assurance vie n'apporte pas d'avantage direct à l'assuré, son objectif est de protéger ceux qui comptent sur l'assuré. Le but de l'assurance maladie n'est pas de compenser tous les frais médicaux, mais d'éviter que des maladies graves ne portent un coup fatal à votre situation financière. Lorsque vous souscrivez une assurance maladie, n'achetez pas moins que ce dont vous avez réellement besoin, simplement pour économiser de l'argent. De plus, essayez de souscrire une assurance maladie complète. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.